La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. La cabane des secrets. Un invité qui parle de sa vie, son œuvre, son parcours, ses engagements, ses résonances avec la société. C'est tout l'éclectisme du monde qui se retrouve dans la cabane des secrets. Un moment intime et privilégié avec des personnalités qui se racontent pour raconter le monde. Une émission produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier. Pierre-Yves Beza, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et de venir discuter de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui et puis finalement de ta vision du monde. Bon, on va le voir. Donc là, la thématique de cet entretien, on peut le dire carrément, afficher la couleur, c'est le cinéma. Clairement, oui. Tu viens du cinéma, t'es bercé par le cinéma, t'as grandi avec le cinéma, tu vis du cinéma et au cinéma aujourd'hui. Tu vas voir combien de films par jour, par an? Oula, ça dépend. Alors dans le cadre du boulot ou pas, même si du coup toutes les sorties cinéma sont entre guillemets ont le saut de devoir à faire en dehors des horaires, mais ça dépend. En période de festival, ça peut aller jusqu'à 5 par jour, 5 longs métrages par jour, et en dehors, c'est vraiment en fonction du flux de travail qu'on a sur les lectures de scénarios en parallèle, tout ça. Mais en général, c'est beaucoup et jamais assez à la fois, parce que vu la production le nombre de films produits chaque année, on peut pas tout voir, clairement. Mais 5 films par jour, c'est énorme. Enfin, ça veut dire déjà que la grande majorité de ta journée éveillée, tu la passes devant un film. Et à un moment, comment tu fais Enfin, il doit y avoir des images ou des choses qui se mélangent dans ta tête, c'est pas possible. Alors, 5, c'est plutôt en période festival, c'est-à-dire que la majorité du temps, pendant des journées entre guillemets normales, c'est plutôt des lectures de scénarios en majorité, plus que des films, parce que déjà les scénarios, j'allais dire, demandent plus de temps à la lecture, et surtout il y a les lectures, les relectures. Mais 5 films par jour, c'est vraiment en période de festival. Après, sur ce problème des images qui se mélangent, etc., effectivement, c'est un bon point, parce que c'est notamment toute la problématique autour de la programmation des films en festival. C'est-à-dire que il y a toujours l'écueil d'un film qui est programmé en début de festival où on se dit, bon, concrètement, il essuie les plâtres. Tout le monde se dit, il y aura bien meilleur derrière, donc celui-là, faut pas trop s'exciter. Le film est certes bon, mais attention à ce qui va arriver derrière. Et à la fin, les films programmés en fin de festival, par exemple, je pense tout de suite en fin de festival de Cannes, où les festivaliers ont déjà 2 semaines de cinéma dans les pattes à se faire au moins 5 films par jour. Justement, il y a le côté un peu fatigue, disparition d'excitation, où les films sont pas forcément appréciés à leur juste valeur en fin de 2 semaines de Cannes, quoi. Donc 5 films par jour, c'est vraiment en période de festival. Alors on reviendra sur le Pierre-Yves d'aujourd'hui avant d'aller sur le Pierre-Yves de demain, mais tout d'abord, d'où tu viens en fait? Quel est ton parcours? On va commencer par le commencement. Quelles études tu as fait? Parce qu'aujourd'hui tu es producteur de cinéma, de films. Comment on en arrive là? Alors on en arrive là par plein de canaux différents. J'allais dire, le cinéma fait partie, un peu comme beaucoup de domaines artistiques, de tous ces milieux où il est possible d'accéder par plein de manières. Moi en l'occurrence, donc j'ai grandi en Savoie, j'ai fait des études de droit, parce que la fameuse bouée de sauvetage, on dit de toute manière, le droit mène à tout. Et puis passe ton bac, fais des études et après tu feras ce que tu as envie de faire. C'était typiquement donc, l'idée. Au cinéma, pour le cinéma, on dit la même chose que pour le théâtre. Alors, complètement. C'est pas un métier. Trouve quelque chose de sérieux. Un vrai métier, puis tu feras ça le dimanche après-midi. Là effectivement, c'est le même état d'esprit. Donc du coup, la fameuse bouée de sauvetage, un peu sécure en termes de débouchés et d'emploi, donc le droit, que j'ai étudié pendant d'abord 3 ans pour la licence, après première année de master, et ensuite en me rendant compte qu'il me restait plus qu'une année avant de rentrer dans le monde professionnel, et que le droit, qui était certes pas complètement inintéressant, mais était pas du tout ma passion, et que moi j'étais clairement drogué par le cinéma, parce qu'à côté, ayant étudié à l'université
À Lyon, je profitais un peu des temps hors de la BU pour aller me manger des films à l'Institut Lumière, pendant le Festival Lumière, des vieilles rétrospectives sur Fritz Lang, sur Otto Preminger, sur plein de grands réalisateurs que je connaissais pas. Et voilà, nourrir cette cinéphilie en parallèle, je me rendais compte que vraiment ce qui m'intéressait, et pas ce qui m'intéressait, vraiment ce qui était ma bonne drogue, c'était le cinéma. Et donc, en me rendant compte qu'il me restait plus qu'une année d'études avant de rentrer dans le droit, qui n'était pas forcément ma passion, j'ai décidé en tout cas, essayer de faire un dérapage plus ou moins contrôlé en faisant une dernière année en master de droit du cinéma pour du coup intégrer le cinéma par le juridique. Et après cette dernière année en droit du cinéma, donc j'ai été diplômé, je suis rentré en stage de fin d'études dans une société de production en tant que, ce qu'on dit en bon français, en tant que Legal and Business Affairs. Et donc voilà, c'est par le droit que je suis arrivé par le cinéma, mais vraiment il y a des... les personnes que je suis amené à côtoyer aujourd'hui dans le cinéma, il y a vraiment 10 000 portes d'entrée différentes et pas uniquement l'école de cinéma telle quelle. Et donc, tu es rentré dans cette boîte donc à Lyon. Ce travail, c'était à Lyon? Oui. Alors, le travail était à la société que j'ai intégrée pour mon stage de fin d'études. C'était une société de production qui est un peu particulière parce qu'elle est notamment financée par la région. Elle s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, ce qui n'est pas du tout une entité, une agence régionale, mais qui est une société privée, donc qui fait de la production et de la coproduction de films. Et effectivement, elle est toujours basée à Lyon, sur le pôle Pixel. Et est-ce que ça veut dire que le cinéma se fait pas que à Paris? Alors, le cinéma reste quand même très, très parisien, mais disons que les tendances sont quand même un peu amenées à évoluer. Il y avait déjà une sorte de tendance sous-jacente, mais depuis le Covid, il y a eu quand même pas mal de changements, de producteurs dont on se rendait compte pendant le Covid qu'en fait, tout d'un coup, leur adresse juridique est devenue officiellement leur adresse de villégiature. Je pense à des producteurs qui ont en fait toujours vécu à Roanne ou à d'autres endroits, mais qui maintenant, du coup, ont domicilié leur société là-bas, alors qu'avant, c'était quand même plus ou moins... Enfin, à chaque fois qu'une société de production était basée en région, on disait mais quel est le souci, quoi? Est-ce que c'est du coup que est-ce que la société est pas assez velue pour être basée à Paris? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pas encore suffisamment d'expérience pour être basé à la capitale? Voilà, c'était un peu l'état d'esprit, mais maintenant les choses sont quand même un peu amenées à évoluer. Il y a de plus en plus de sociétés qui acceptent d'avoir leur siège social en région. Enfin voilà, ça c'est vraiment une tendance qui est, j'allais dire, un des rares effets positifs post-Covid. Et est-ce que ça veut dire que toi tu as eu l'appel de Paris à un moment dans ton parcours? Alors pas l'appel, mais la question, la question précisément en fin d'études, justement au moment de trouver le stage de fin d'études. Moi, donc encore une fois, mon master droit du cinéma, je l'ai fait à Lyon, à l'université Jean Moulin Lyon 3, et la quasi-intégralité de ma promotion en fait sont tous montés à Paris pour retrouver leur stage, soit dans des petites structures indépendantes, soit dans des gros groupes, des Pathé, des Gaumont, des UGC et autres. Et moi, j'avoue que je me suis posé la question parce que par rapport à l'offre de sociétés de production et d'offres d'emploi dans le cinéma en général, forcément Paris est quand même extrêmement majoritaire. Mais malgré tout, même si c'était plus compliqué, je me voyais pas monter à Paris. Donc coup de bol, en grattant le plus possible, j'ai pu trouver ce stage de fin d'études à Lyon. Mais effectivement, avec le recul, je ferai exactement de la même manière. Donc à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, et après ce stage à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, qu'est-ce qui se passe? Et bien après ce stage, énorme coup de chance parce que j'ai été mis en relation par une collègue d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma avec un producteur dont la société était basée
à Berlin en Allemagne et qui cherchait à développer la filière française basée entre Paris et Lyon. Donc énorme coup de chance, cette collègue-là m'a présenté ce producteur-là qui cherchait quelqu'un, on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Et donc dès la fin de mon stage de fin d'études, j'ai commencé tout de suite dans la société de production dans laquelle je suis resté pendant 5 ans, qui est une société de production et de distribution internationale, encore une fois basée à Berlin, mais qui développait la partie française à travers sa filiale basée entre Paris et Lyon. Et donc j'ai tout de suite enchaîné là-dessus après ce stage. Alors est-ce qu'on peut pour les néophytes définir un petit peu, parce que là tu parles de producteur, tu parles de diffusion, c'est quoi tout ce jargon? Est-ce qu'on peut l'expliciter un petit peu? Un producteur déjà de cinéma, pour le cinéma, c'est quoi? Alors un producteur, de manière assez... J'allais dire, la définition classique, le producteur, c'est, en général, ce qu'on entend de manière bête et méchante, c'est le financier du film. C'est celui qui apporte les financements. Mais d'un point de vue juridique, c'est un peu plus concret que ça. C'est-à-dire que juridiquement, la définition du producteur, c'est celui qui est responsable de la garantie de bonne livraison du film. C'est-à-dire qu'en fait, si le film commence à se faire, qu'il a été financé en partie, qu'il y a des techniciens qui sont attachés au film, que le film se commence et que pour une manière ou une autre, le film ne se fait pas. Je dis n'importe quoi, ça peut être tout le décès du réalisateur, le manque de financement. La volonté de faire Don Quichotte, c'est ce qui ne Exactement. marche jamais. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment... Pour les anecdotes, peut-être un peu préciser pourquoi on parle de Don Quichotte qui ne marche jamais, parce qu'il y a eu plusieurs expériences dans l'histoire du cinéma qui ont prouvé que c'est un film impossible à faire. Ah oui, c'est ça. Jusqu'au film de Terry Gilliam à la fin, qui a réussi finalement à se faire et dont il y a encore des affaires en cours au niveau juridique. D'ailleurs, je ne sais plus si elles sont terminées ou pas, avec Paolo Branco, l'ancien producteur. Mais oui, donc Don Quichotte fait partie de ces films qui ont des soucis de production qui durent et qui font partie de ces films considérés comme maudits, précisément parce que le producteur, ou les producteurs en l'occurrence, du coup se sont passés le bébé parce que le film a eu des soucis, n'a pas pu se faire. Don Quichotte, il y avait plein de problèmes, mais que ce soit les soucis météo, les soucis de santé des acteurs, les soucis... Et au final, le film s'est fait. Mais en dehors du cas particulier de Don Quichotte, il s'avère que le film parfois ne puisse pas se terminer. Et en l'occurrence, lorsque c'est le cas, la personne vers laquelle on se tourne pour la plupart du temps pour le traîner en justice, c'est le producteur. Donc voilà, c'est le garant, c'est celui qui prend pour tout le monde, quoi. Exactement, c'est ça. C'est la personne, c'est le coupable quand le film se fait pas. Et du coup, contrairement à ce qu'on peut penser, le producteur, c'est pas forcément celui qui met l'argent. Alors, l'image un peu cliché qu'on en a. Si, mais c'est vrai qu'en réalité, il y a une distinction entre le producteur à l'américaine et le producteur à l'européenne, a fortiori à la française. Le producteur à l'américaine étant répondant un peu plus à l'image cliché qu'on s'en fait, du gros producteur avec un cigare qui met son argent et voilà, en mode tiens, je te donne 3 millions de dollars d'argent de poche, fais ce que tu veux pour faire le film. Ça, c'est un peu... Pardon, et souvent, c'est pas fais ce que tu veux. Souvent, d'ailleurs, il prend un peu les manettes et le réalisateur devient un technicien comme un autre. Exactement. Ça, c'est aussi une distinction entre le producteur à l'américaine et le producteur à la française. C'est aux États-Unis, le producteur a ce qu'on appelle le final cut sur le film, donc il est propriétaire du film. D'une certaine manière, il loue le travail du réalisateur qui, lui, après, fait presque ce qui pourrait s'apparenter en France à une œuvre de commande, quoi. C'est-à-dire que le réalisateur réalise le film, mais in fine, c'est le producteur américain qui décide qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'on garde ou pas. Voilà. Donc c'est le producteur américain qui a décidé que Marion Cotillard allait mourir dans Batman. Ça, je crois que la question est plus complexe que ça, mais effectivement, ça arrangerait beaucoup de personnes qu'effectivement soit lui, soit la faute au méchant producteur. Mais voilà, ça c'est la distinction entre le producteur à l'américaine et à la française, c'est double distinction. Déjà le fait que le producteur américain en général investit son argent, le producteur à l'européenne ou à la française, c'est plutôt quelqu'un qui trouve les financements, qui motive des financiers, que ce soit des financements publics, des financements privés, donc que ce soit des investisseurs, des chaînes de télévision, des plateformes VOD, des collectivités territoriales, voilà, plein de mécanismes de financement, en mettant quand même la plupart du temps de l'argent aussi de sa poche, mais ça n'a rien à voir avec le producteur à l'américaine, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui motive un ensemble
en général assez varié d'intervenants financiers pour que le film se fasse. Donc voilà, ça c'est le producteur plutôt à l'européenne. Et l'autre distinction avec le producteur à l'américaine, c'est à contrario que le producteur à l'européenne, lui, n'a pas les droits de final cut sur le film. C'est-à-dire qu'en droit européen, on a un droit qui est très protecteur des auteurs, et donc le propriétaire de l'œuvre reste le réalisateur. Même si c'est pas lui qui a écrit le scénario. Alors là, après, c'est un peu du cas par cas parce que les deux sont protégés. C'est-à-dire que, bon, en général, déjà, les films à l'européenne sont plutôt des films d'auteur et en général, le réalisateur est dans la quasi-totalité des cas aussi le scénariste du film. Mais après, on sans rentrer dans les cas particuliers, les deux sont protégés. En général, c'est donc le scénariste et le réalisateur qui est la même personne et donc là extrêmement protégé. Et dans le cas où le scénariste n'est pas le réalisateur, ou en tout cas où il y a d'autres co-scénaristes par rapport au réalisateur, les scénaristes sont aussi protégés. Mais en tout cas, c'est vraiment eux qui restent propriétaires et comment dire... plus ou moins libre par rapport à ce que va devenir le film, alors qu'au contraire, le producteur aura assez peu de choses à dire, en fait. Le producteur européen. C'est un conseil ou voilà, son regard. Voilà, c'est plutôt de la négociation, mais on est vraiment sur des rapports plutôt humains. C'est pas, encore une fois, le producteur à l'américaine qui dit tu peux dire ce que tu veux, mais la fin, ce sera ça parce que j'ai décidé. Est-ce que... alors, j'ai deux questions qui sont un peu en lien, mais tu parles de financement, le producteur va chercher des financements, donc là on parle surtout en France de financement et privé et public. Exactement. Avec un système qui est à peu près unique dans le monde, le système français, l'argent public, le pouvoir public finance en grande partie la production audiovisuelle qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors en grande partie, même si des fois il y a des idées reçues qui sont pas totalement vraies, je pense notamment à toutes les réactions qui ont suivi la prise de parole de Justine Triet qui vient de remporter la Palme d'Or à Cannes avec Anatomie d'une chute. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que le cinéma français en tout cas, est extrêmement nourri d'argent public. Voilà le cliché, j'allais dire mal intentionné, de ce qu'on pourrait appeler vulgairement la pompe à subventions, ce genre de choses. Le cinéma a quand même un fonctionnement très particulier dans le sens où les caisses du CNC sont majoritairement remplies par ce qu'on appelle la TSA. La TSA qui est en fait une taxe prélevée sur chaque ticket de cinéma en France, que ce soit pour un film américain, Mission Impossible ou Oppenheimer ou Barbie ou je ne sais, quel autre film, comme pour les films français. Donc en fait, n'importe qui va au cinéma participe à la production future du... Exactement, mais à contrario, du coup, la personne qui n'est pas du tout intéressée par le cinéma, qui ne va pas au cinéma du tout pendant l'année, ne paye donc aucun billet de cinéma et donc ne finance pas le cinéma français. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un impôt qui repose sur l'ensemble des contribuables ou quoi que ce soit. C'est vraiment un système c'est un cercle vertueux un système qui s'auto-nourrit, exactement. Et donc, fermé, donc voilà. Donc si on a envie de vomir sur le cinéma français, qu'on trouve que c'est horrible, que c'est le pire cinéma au monde et qu'on n'a pas envie de voir ce genre de film se faire, et ben en n'allant pas au cinéma, on ne participe pas Et pourtant, on peut penser ça, mais quand on va voir Avengers, on participe à la production. Exactement. Ou alors, il faut aller le voir en Suisse. Il faut aller le voir, exactement. C'est vraiment pousser le mécanisme jusqu'au bout. Donc, on a défini un petit peu le rôle de producteur, et notamment, comme tu disais, européen et donc français. Et le diffuseur, alors, diffuseur, c'est qui, c'est quoi? Alors, le distributeur... C'est UGC, c'est Pathé, c'est Gaumont? Alors, déjà, il y a une différence entre diffuseur et distributeur. Le diffuseur inclut l'ensemble des diffuseurs du film, que ce soit les chaînes télé, que ce soit les cinémas, que ce soit les plateformes, que ce soit n'importe quoi, les DVD, anciennement les VHS, tout ça. Et parmi les diffuseurs, il y a ce qu'on appelle le distributeur du film. Le distributeur du film, c'est en fait la société qui acquiert les droits du film pour un territoire donné, là en l'occurrence, disons la France, et qui... Du coup, l'intermédiaire entre le producteur du film et les salles de cinéma. C'est-à-dire que le distributeur s'assure du fait, ou en tout cas
essaye de s'assurer du fait que le film soit distribué dans le plus de salles possible sur un territoire donné, en l'occurrence la France. C'est-à-dire que lorsqu'on dit en général qu'un film est mal distribué, c'est pas le fait que la distribution des rôles soit mauvaise, c'est juste le fait qu'en général le distributeur a eu soit a mal fait son boulot et donc le film est disponible uniquement dans un très petit nombre de salles, soit alors voilà, il a fait tout ce qu'il a pu, mais le film, parce que le film est trop radical, parce qu'il parle parce que le film est pas nécessairement au rendez-vous de ce qu'on attend en termes de qualité technique, etc. Peu de salles de cinéma l'ont accepté et donc effectivement le film est distribué dans une toute petite combinaison de salles. Alors on parlait de la liberté du créateur justement, donc du réalisateur et ou du scénariste et qui ont le dernier mot, mais face au distributeur justement dans ces conditions-là, j'imagine que quand le distributeur dit non ça c'est pas possible, finalement le créateur il a pas tellement le choix s'il veut voir son film sortir que de se plier à la volonté d'un distributeur qui voit un côté, certes sans nier tout côté artistique que peut avoir le distributeur, mais qui voit de toute façon, de par l'essence de son métier, le côté industrie et distribution et financier de la chose. Alors dans la plupart des cas, la question se pose pas tellement dans le sens où le distributeur, on lui propose dans la plupart des cas un film qui est déjà fini. C'est-à-dire qu'en fait, on vient vers le distributeur avec un film, ce qu'on appelle un rough cut, une sorte de montage plus ou moins définitif du film. Et le distributeur dit concrètement, ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour moi. Et en général, voilà, s'il demande des modifications, le réalisateur et le producteur sont assez peu motivés, peu enclins à le faire. Là où la question se pose vraiment, c'est dans le cas où le distributeur a été contacté pour participer en ce qu'on appelle en minimum garantie, donc en préfinancement du film. Et là, en l'occurrence, effectivement, étant donné que le distributeur s'engage sur un script, là, il est vraiment en droit de dire, on a adoré le scénario, mais là, par exemple, cette scène-là, elle nous paraît un peu compliquée, elle nous paraît un peu radicale pour le public ou le type de salle qu'on veut avoir. Nous, on est intéressé de participer au financement du film pour tel montant. Par contre, cette scène-là, effectivement, faudrait plutôt la diminuer, voire complètement la supprimer. Donc ça, c'est en général, le distributeur a vraiment son mot à dire à ce stade-là, parce que comme un financeur comme un autre. Voilà, finalement. parce que j'allais dire le cliché des changements de scénario, c'est vraiment les chaînes télé. C'est-à-dire que les chaînes télé qui contrairement aux distributeurs, ont un public qui ne varie pas, et à l'inverse, qui a un public de plus en plus âgé, qui a un public, TF1 a le portrait robot de son public, France Télé, France 2 a le portrait robot de son public. Enfin, j'allais dire, le public des chaînes télé est bizarrement un public moins hétéroclite, en tout cas dans son appréciation par les décideurs de ces chaînes télé, que le distributeur qui, parfois, pour tel film, veut cibler tel public, et pour d'autres films, veut davantage s'orienter vers un autre profil. Ça veut dire, avec cette histoire, qu'on peut écrire, réaliser, produire un film qui ne sortira jamais en salle, avec ce système-là, puisque tu parles de faire un film sans avoir de distributeur, donc on prend quand même ce risque-là, et j'imagine que ça arrive. Ça arrive. En général, c'est pas la volonté première, mais ça arrive dans le cas où effectivement on a contacté tous les distributeurs qu'on essayait d'avoir au stade du financement du film, qu'aucun des distributeurs n'a voulu participer au film. Donc, quand on arrive à réunir les fonds, on fait le film, on arrive à le faire avec, je vais dire, un peu des bouts de ficelle, ou en tout cas on limite les postes de dépenses par rapport aux ambitions qu'on avait à la base. Le film se fait, là on revient vers les distributeurs avec justement ce fameux rough cut, le montage du film, en leur disant on a le montage, donc vous voyez, le réalisateur sait tenir une caméra, les images ressemblent à quelque chose, le jeu d'acteur est bon, l'histoire tient la route, on refait la tournée des distributeurs avec ce montage-là. Dans le pire des cas, encore une fois, aucun des distributeurs n'est intéressé, et là effectivement le film ne sortira pas, en tout cas en salle. C'est terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines d'heures de centaines de personnes et des centaines de milliers d'euros, pour pas parler de millions, qui partent aux oubliettes, quoi. On range dans le placard. Ça arrive. Alors encore une fois, c'est le cas, le pire des cas de figure possibles. Tu l'as déjà vécu? Non, on l'a jamais vécu. On touche du bois. On touche du bois, effectivement. Non, de mon côté, j'ai jamais vécu. Mais après, alors à l'inverse, des films qu'on a essayé de financer et qui ne se sont pas financés, ça, on l'a vécu, et je vais dire, ça fait partie des
des cas de figure que rencontre régulièrement un producteur, mais en l'occurrence, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, on n'a jamais fait un film après avec des bouts de ficelle en faisant en sorte que ça allait le faire coûte que coûte, et au final se retrouver un peu le bec dans l'eau parce qu'effectivement le film sort pas. Des films qu'on n'a pas réussi à financer, donc qui se sont jamais fait, ça oui, c'est déjà arrivé. Mais non, ce cas de figure où le film arrive à se faire. En général, d'ailleurs, on décale un peu la situation parce qu'on dit aux techniciens, bah voilà, vous serez pas beaucoup payés, voire pas du tout, mais on va bien réussir à trouver un distributeur, le film va se faire. Après, on va réussir à vous payer, on va réussir à, bon, bah voilà. Lorsque ça se fait pas, effectivement, c'est un peu compliqué pour tout le monde. En premier lieu, non pas pour le producteur, mais pour le réalisateur qui, dans la plupart des cas, a consacré, j'allais dire en général peut-être 5 ans de sa vie à un projet qui au final n'intéresse personne. Oui, puis ça signe la fin d'une carrière, ça, j'imagine. Ouais, ou en tout cas le début très branle-ballant d'une carrière qui ouais, effectivement, surtout que enfin c'est la loi de cette industrie-là est terrible parce qu'on est sur des montants, enfin je veux dire à l'inverse d'un auteur qui concrètement peut prendre son stylo, écrire ce qu'il veut, et j'allais dire il y a aucun, ça n'engage que lui. Voilà, il n'y a pas de risque financier derrière. Là, en l'occurrence, quand le bateau fait naufrage, c'est vraiment un bateau qui a tous les matelots dedans. Un paquet de matelots dedans, que ce soit les techniciens, que ce soit voilà, vraiment tout le monde qui est embarqué sur le film. On a juste à voir la liste des génériques à la fin des films. Il y a vraiment énormément de personnes embarquées dans cette aventure. Donc, quand l'aventure, effectivement, n'arrive même pas à déboucher sur la salle pour le film, c'est assez terrible. Mais c'est pour ça que les gens, pour en venir à ceux qui disent, mais moi de toute façon j'aime pas le cinéma français, il y a trop de films. Si ces gens-là considèrent qu'il y a trop de films qui sortent en salle, encore une fois, on n'imagine pas le nombre de films qui ne se font pas, ou alors qui se font mais qui terminent en ce qu'on appelle en bon français en straight to VOD, quoi. C'est-à-dire que le film sort directement de manière un peu obscure sur une plateforme de VOD sur Internet. Là, le premier exemple qui me vient en tête, mais bon, c'est pas un exemple français, c'est par exemple le dernier film de Brian De Palma. À ma connaissance, il a pas fait d'autres films depuis, mais son dernier film qui s'appelle Domino, le film n'est jamais sorti en salle en France et on peut le trouver en VOD en payant à l'acte sur Orange ou MyCanal ou je ne sais quoi, mais le film n'est jamais sorti en salle, alors qu'encore une fois on parle quand même de Brian De Palma, qui a réalisé Blowout, Scarface, le premier Mission Impossible, enfin voilà, énormément de films. Et même quelqu'un comme Brian De Palma, quand le film n'est pas au rendez-vous, ben voilà, le film termine de manière obscure en VOD. Mais il n'est pas au rendez-vous à quel... Bon, alors sans forcément parler de cet exemple-là, mais ça fait plusieurs fois que tu parles de radicalité. Est-ce que souvent c'est ce qui rebute les financeurs, les distributeurs, etc. Est-ce qui empêche un film de sortir? Alors là, c'est peut-être une déformation professionnelle, c'est-à-dire que c'est peut-être le producteur moi qui se dit que le film est trop radical, parce que en général, quand on dit trop radical, c'est que voilà, le réalisateur avait un vrai parti pris, que les gens n'ont pas suivi, etc. La réalité, effectivement, c'est peut-être pas tout le temps que le film est trop radical, c'est peut-être parfois que le film est juste mauvais. Et donc, ça arrive. Oui, ça arrive, et effectivement, étant donné qu'un film en soi est un concept, lorsqu'on part sur un scénario, le scénario, j'allais dire, on part toujours du principe que le film va correspondre au scénario, c'est-à-dire que qu'en termes que le calendrier de tournage sera respecté, que le niveau de... Oui, on part du principe que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Mais la plupart du temps, ça se passe pas comme prévu. Ouais. Parfois, encore une fois, on n'a pas le temps de tourner toutes les scènes. Le jeu des acteurs n'est pas au rendez-vous. Le rythme de l'écrit n'est pas forcément le rythme de l'image et du son. Donc effectivement, oui, quand je parlais de radicalité, c'est un peu dans le meilleur des cas, et pour nourrir un peu le schéma de l'auteur un peu isolé dans sa tour d'ivoire qui se dit de toute façon j'ai pas été compris sur ce que je voulais dire, mais à l'inverse oui, effectivement, il s'avère dans pas mal de cas que le film est juste pas bon et que il manque une case. Exactement. Mais cette histoire de radicalité, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que toi, là du coup, on a le point de vue du producteur. Toi, en tant que producteur, tu cherches quand même à financer des films qui, tu penses évidemment au public qui va rencontrer derrière, parce que ton métier c'est quand même de financer des films pour te faire de l'argent derrière. Enfin, c'est comme ça que tu vis, quoi. Tu vis sur le dos des auteurs, des artistes, c'est ça du coup. Oui, alors c'est très très schématisé parce qu'encore une fois, c'est un peu une image un peu cliché qu'on a sur le producteur, mais la réalité, en tout cas, il y a autant de
de producteurs qu'il y a de personnes qui font ce métier. Mais moi, ma conception, en tout cas, de producteur, c'est vraiment de faire la passerelle, non pas d'être le producteur un peu cliché qui veut se faire plein d'argent et faire en sorte que le film soit le plus vu possible, complètement aux dépens de la vision du réalisateur à la base. Moi, ma vision, en tout cas, c'est la manière dont j'apprends mon métier, c'est vraiment d'être la passerelle entre la vision d'un réalisateur et un public, en faisant en sorte que les deux se rencontrent. C'est-à-dire qu'un réalisateur qui a une vision, qui a une histoire, qui a un message qu'il veut faire passer, parfois, il peut penser que son histoire intéressera tout le monde, ou alors que la manière dont il veut le dépeindre, que ce soit à travers l'image, à travers le son, à travers la longueur de son film, à travers le rythme, à travers les personnages, et va parler au plus grand nombre. Parfois, c'est pas le cas, et en général, moi, ce que j'essaye d'apporter en tant que producteur, c'est de lui faire prendre conscience que, à fortiori aujourd'hui, que le marché est parfois très compliqué. Alors le marché, oui, c'est un terme très commercial, mais en tout cas que le public qui allait au cinéma il y a 6 ans n'est pas forcément le public qui va au cinéma aujourd'hui. Qu'un film qui aurait marché il y a 6 ans n'aurait pas forcément la même carrière aujourd'hui, etc. Et moi, mon métier en tant que producteur, c'est vraiment faire en sorte de dénaturer le moins possible la vision du réalisateur, son histoire, mais faire en sorte qu'avec des légères modifications, son histoire reste aussi puissante, aussi authentique, aussi fidèle à ce qu'il voulait retransmettre sur grand écran, mais que son histoire justement parle à un public, parle à un public le plus vaste possible, et ne termine pas justement, comme on disait, juste sur une plateforme de VOD avec juste sa mère et ses amis pour le regarder. Alors on peut revenir un poil pour éclairer justement ce que tu dis, très intéressant, mais on peut revenir un poil sur ton parcours, puisque tu as travaillé pour cette boîte de production pendant quelques années, et depuis quelques mois, depuis l'année dernière, t'as changé de casquette quelque part. Donc t'as quitté cette boîte de production pour monter la tienne, Silver Belt Film. Oui. J'imagine que quelque part ton métier de producteur, ta marge de manœuvre, etc., ton regard sur la chose, l'implication aussi, puisque là c'est toi directement que t'engages et t'as plus de filet derrière, a changé par rapport au projet auquel tu peux t'intéresser. Oui, totalement. Alors, il y a forcément des passerelles, parce que malgré tout, la société dans laquelle je travaillais pendant 5 ans, j'avais vraiment mon mot à dire, les projets me parlaient, etc. Mais c'est vrai qu'étant, j'allais dire, d'une bonne manière drogué par ce métier-là, c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'avoir une liberté de plus en plus accrue sur le choix des projets, sur la manière de les accompagner. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé cette structure-là, donc ma propre société qui s'appelle Silverbelt, qui est vraiment axé davantage sur les nouveaux talents, donc des jeunes réalisateurs, des nouvelles histoires, pour les accompagner sur leur projet là. Et effectivement, alors encore une fois, il y a des points communs avec les projets qui m'intéressaient quand je travaillais dans cette société de production pendant 5 ans restent les projets qui m'intéressent aujourd'hui, mais avec quand même des différences, encore une fois, sur le fait qu'en général, moi, la priorité, c'est vraiment de travailler avec des nouveaux auteurs, de faire en sorte de les accompagner, même si le mot est peut-être un peu exagéré, mais dans cette jungle qui peut être la jungle du financement des films, de la circulation en festival, de la stratégie marketing, de comment justement faire en sorte que le premier film de ce réalisateur-là soit un premier pas qui soit suffisamment concret et de concrétiser l'essai pour après lancer sa carrière de manière la plus fluide et la plus efficace pour lui pour la suite. Donc c'est vraiment un peu ces aspects sur lesquels je me recentre davantage à travers Silverbelt. Alors, comment tu choisis du coup les films? J'imagine qu'on t'envoie des scénarios, que tu les lis, et puis il y en a pour lesquels t'accroches, d'autres pas. Qu'est-ce que tu cherches finalement dans un projet? Oui, alors
Effectivement, déjà on se base avant tout sur le scénario, c'est-à-dire qu'effectivement on en reçoit toujours beaucoup. À chaque fois je demande comment les personnes ont eu l'adresse mail ou le contact, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de scénarios de tous les pays. Bizarrement pas. Alors c'est peut-être lié aussi au réseau que j'avais précédemment dans la société dans laquelle je travaillais, mais pas majoritairement de France. La plupart. Je sais pas, chaque semaine on reçoit des scénarios de jeunes réals iraniens, beaucoup, ou alors pays asiatiques. Mais effectivement, on se base d'abord sur le scénario. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au stade du scénario, j'accorde vraiment beaucoup d'importance au concept de l'histoire. C'est-à-dire qu'en général, la volonté d'un auteur, c'est de parler de quelque chose qu'il connaît, mais la plupart du temps, beaucoup d'histoires sont quand même malgré tout très nombrilistes, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas parlent de quelque chose qui a l'air effectivement de toucher le réalisateur, mais ne permet pas de déboucher sur quelque chose qui parle à quelqu'un d'autre que lui. Et donc le concept des histoires, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, peut-être l'aspect essentiel, selon moi, du scénario, en tout cas quand on le lit. Disons qu'à l'inverse, c'est vrai qu'en France, ou en tout cas la France est un peu connue pour ça, il y a souvent des histoires qui traitent d'un certain... de personnages souvent parisiens, souvent CSP+, qui sont souvent au chômage, mais qui vivent dans des appartements de 300 mètres carrés en plein centre-ville de Paris, qui ont toujours des problèmes de Corinne, elle m'aime plus, mais j'ai rencontré Brigitte, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Enfin voilà, des films qu'on... en général, on appelle... Les prénoms sont pris au hasard. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, les films, en général, on appelle ça les films parisiens de parquet qui craque. Donc, qui sont des films où, voilà, en général, pour le coup, il n'y a pas un fort concept, quoi. Ce sont souvent des histoires qui sont souvent les mêmes, ou en tout cas, où il n'y a pas d'originalité, en tout cas, au stade du scénario. Souvent, après, le film en lui-même, mais c'est vrai qu'au stade du scénario, il n'y a pas d'originalité, et d'où le fait que nous, en tout cas chez Silverbelt, on s'attache essentiellement effectivement au concept, et après, bien sûr, la rencontre avec le réalisateur est vraiment déterminante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que le réalisateur est à la fois habité par son projet, est vraiment en capacité de le mener jusqu'au bout. D'un point de vue personnel, il y a aussi en général une relation qui est hyper importante, parce que si on s'engage avec lui, c'est comme si on partait sur le fait de vivre en coloc avec quelqu'un pendant 3 ans. Si on commence à se crêper le chignon dès le premier jour, c'est quand même mal parti. Là, effectivement, le fait de bien s'entendre d'un point de vue personnel, c'est hyper important aussi pour la suite, parce qu'encore une fois, en tant que producteur, comme ce dont on se disait en tout début d'entretien, s'il y a un problème, c'est vers le producteur qu'on se tourne. Donc malgré tout, on est responsable de la bonne fin du film. Et donc le fait de pouvoir faire confiance à un réalisateur et le fait de fonctionner bien ensemble d'un point de vue humain, c'est absolument essentiel. Tu parles des scénarios que tu reçois, et donc là tu as évoqué des scénarios iraniens. Est-ce que ça veut dire ou même asiatiques, est-ce que ça veut dire que la France est considérée comme pays refuge pour des artistes ou des auteurs qui peuvent pas exercer ça dans leur pays pour une raison ou pour une autre? Ça, énormément, ouais. C'est quelque chose dont on a conscience, nous, en tant que producteurs de films indépendants, et dont on se rend compte vraiment, j'allais dire, tous les jours quand on voyage en festival ou en marché de coproduction ou autre, c'est que la France, en termes de films indépendants, est vraiment considérée comme j'allais dire, le terme est un peu too much, mais j'allais dire comme un phare, c'est-à-dire que la France a des capacités, un écosystème financier, même un maillage de diffusion qui permet parfois de financer, on parlait du cinéma iranien par exemple, des films d'opposition politique par exemple, ou alors des films, je pense à des grands réalisateurs russes ou italiens ou autres qui sont venus tourner leurs films en France. C'est quelque chose d'assez constant. Par exemple, le CNC dispose d'un label qui s'appelle le label Aide au cinéma du monde, où le CNC finance en partie des films de réalisateurs étrangers de pays dits de pays à faible cinématographie, pour faire en sorte que du coup ces
réalisateurs-là qui ne pourraient pas trouver les financements suffisants pour faire leurs films dans leur pays respectif, que ce soit, un réalisateur tchadien, un réalisateur des Philippines, un réalisateur d'un petit pays d'Amérique du Sud. Là, en l'occurrence, pourra venir en France tourner son film, ou en tout cas le faire financer en France en partie, pour raconter une histoire peut-être dans son pays d'origine, ou peut-être tourner en France. En tout cas, la France fait partie de ces rares pays qui financent des films réalisés par des pays dits de petite cinématographie. Tu parles beaucoup de festivals. Est-ce que ça veut dire que dans l'écosystème du cinéma aujourd'hui, peut-être mondial, j'imagine, c'est quelque chose qui compte encore énormément ? Oui, ça compte, j'allais dire presque maintenant plus que jamais. D'ailleurs, on le voit quand les grosses plateformes, les Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple Plus, etc., continuent à se battre pour avoir des sorties en festival. Par exemple, là, dans quelques mois, il y a le Festival de Venise. Netflix, maintenant, fait tout pour que leur film soit sélectionné à Venise. Déjà parce que Cannes leur a fermé la porte, mais que malgré tout, ils se rendent compte qu'il est nécessaire d'avoir une première d'un film en festival pour que le film ait une visibilité. Il y a vraiment plusieurs justifications à cela, mais le fait que la presse parlera toujours de tel film qui sort sur Netflix, parce que voilà, on parle du film, c'est la date de sortie, une grosse société comme ça fait tout pour qu'on parle du film, mais malgré tout, la visibilité d'un festival, n'importe quoi, avoir tel acteur qui foule le tapis rouge du festival, qui fait la tournée des interviews, qui fait il y a toujours aussi des anecdotes pendant la sortie du film en festival. C'est pas la plus intéressante à laquelle je pense, mais par exemple Netflix l'année dernière, il y avait tout un c'est même pas intéressant d'en parler d'ailleurs, mais un buzz autour d'un film parce que tel réalisateur qui est en froid avec la réalisatrice, il se soit pas à côté, apparemment un tel a craché sur un autre, c'est quelque chose d'absolument ridicule, mais malgré tout ça fait parler, c'est bon pour le film, et ça permet surtout aussi d'avoir, pour la presse et pour les festivaliers présents, une vraie expérience de cinéma, même pour des films qui, in fine, seront disponibles pour nous, le grand public, uniquement sur des plateformes. Mais l'expérience salle, malgré tout, permet au film d'avoir une trace et d'avoir une visibilité qui est quand même autre que juste une sortie sur les plateformes. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les plateformes se battent pour avoir une première festival la plus importante possible, parce que, encore une fois, en soi, sinon, le film pourra très bien marcher pour eux sur leur plateforme, mais la première festival reste extrêmement importante pour eux, en termes de visibilité. On imagine, et on en a beaucoup parlé, que les années Covid ont quand même bousculé l'écosystème du cinéma à plein de niveaux. Est-ce qu'on commence à percevoir maintenant, quelques années après, ce qui est le nouvel écosystème qui se reconstruit après ce tsunami ? Oui, alors il y a des tendances qui commencent à se dessiner. C'est toujours pareil, on ne sait pas si c'est des tendances qui vont devenir... qui vont rester les mêmes sur le long terme. Mais en tout cas, déjà, la première crainte qui a suivi le Covid, c'est celle de voir qu'en fait, le public qui revenait en salle, et qui maintenant est revenu presque intégralement, le public manquant après le Covid était bizarrement plus le public, j'allais dire, plutôt âgé, éduqué, intéressé par le cinéma d'auteur, parce que ça c'est une suggestion, une supposition personnelle, parce que c'est ce public-là qui en fait pendant le Covid a découvert Netflix, a découvert Amazon Prime, a découvert toutes les plateformes, et en plus, c'était peut-être le public qui était le plus vulnérable au Covid, et donc qui a mis plus de temps à revenir en raison des normes sanitaires. Donc le problème, c'est que ce public-là était le public le plus friand des films indépendants, des films français, ou alors des films internationaux, mais classifiés comme films d'art et d'essai, alors qu'à l'inverse, peu de temps après le Covid, il y a déjà des grands blockbusters qui ont fait carton plein, parce que le public jeune est revenu assez rapidement voir des gros blockbusters, ou alors même chose, là on parle beaucoup d'Oppenheimer ou de Barbie là ces derniers temps. On se rend compte que le public jeune, à partir du moment où qui va certes
moins régulièrement au cinéma que d'autres, que le public d'art et d'essai qui, lui, va en salle de manière, ou allait en salle en tout cas de manière plus fréquente, va certes moins au cinéma, mais s'il y a un grand rendez-vous, n'importe quoi, le nouveau film de super-héros, ou encore une fois, là, il y a eu un grand événement autour des films Barbie et Oppenheimer, ce public-là revient en salle de manière très forte, mais le marché a changé dans le sens où, du coup, ce sont des rendez-vous plus spécifiques au cours de l'année avec un public jeune qui revient d'un coup, là, qui pète les scores. Les chiffres de juillet en France sont tombés. Là, on fait le meilleur mois de juillet pour les films de cinéma en salle depuis 2011. Donc, depuis l'avant, on est revenu sur les chiffres d'avant Covid. Et 2011 encore, qui était une très bonne année, mais effectivement, parce que là, il y a une offre particulière de certains films. Donc, encore une fois, Barbie, Oppenheimer, il y avait la fin d'Indiana Jones, Mission Impossible. Donc, il n'y a pas de film français là-dedans. Pas dans ceux-là, mais bizarrement, je pense à la période de l'automne dernier, septembre-octobre, qui était un des... Alors, je ne me rappelle plus les chiffres comparatifs des années précédentes, mais qui était un des meilleurs mois de septembre-octobre, où on retrouvait là aussi pour la première fois les niveaux d'avant Covid. C'était grâce à des films exclusivement français. C'était D'Artagnan non. Alors non, c'était avant ça. C'était Novembre avec Jean Dujardin. Oui. C'était le biopic sur Simone Veil. Et il y avait une offre aussi complémentaire de films français, mais en tout cas, là, à l'inverse, on était sur des films exclusivement français. La période estivale qu'on connaît en ce moment est toujours plus propice aux gros blockbusters américains, les films de super-héros, etc. Donc, c'est plus ou moins surprenant. Mais en tout cas, il y a vraiment cette différence d'état du marché où le public jeune n'a pas délaissé les salles malgré le fait qu'il est de plus en plus, qu'il soit de plus en plus abreuvé d'images. Il veut revenir en salle, mais pour des rendez-vous plus spécifiques. Et à l'inverse, le public d'art et d'essai un peu plus dont le portrait robot est un peu plus âgé, lui commence progressivement à revenir, mais reste quand même relativement manquant par rapport à l'avant Covid. Alors le cinéma, c'est très fantasmagorique pour tout le monde. C'est le star system, c'est des anecdotes improbables, toutes plus les unes que les autres. Est-ce que j'imagine que tu as eu l'occasion de produire des films avec dedans tout type d'acteurs, tout type de personnes, des fois des superstars, des fois des inconnus au bataillon. Est-ce qu'il y a tu sens des différences entre le fait de travailler avec quelqu'un qui fait la couverture de Vogue et quelqu'un qui sort de nulle part? Alors des fois, c'est assez surprenant parce certaines personnes ont des réputations où effectivement, du coup, on appréhende le travail avec des pincettes parce qu'effectivement, une réputation qui circule par rapport à la personne qui est peut-être plus compliquée, etc. Et à l'inverse, d'autres personnes ont des réputations similaires, mais on est vraiment surpris de voir qu'en fait, à partir du moment où la personne veut se confier à la vision d'un réalisateur, elle s'y soumet à fond, elle joue à fond de jeu. Et là, c'est vraiment du cas par cas, mais là, pour réfléchir à des exemples, alors malheureusement, ça, c'était un film qui s'est pas fait, mais nous, par exemple, dans la société dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, on a un film qui s'est malheureusement pas fait, mais qui avait un très grand acteur américain qui était attaché au projet, donc qui était engagé dessus. On voit des noms, là. Mais là, le film s'est pas fait. Mais un très grand acteur américain qui a joué c'était des films, mais un très grand acteur américain qui joue dans quasi tous les films de Wes Anderson, qui a joué dans Platoon, qui a joué dans un très grand film de super-héros aussi. Enfin voilà, un très grand acteur américain qui a fait mais constamment renouveler les lettres d'engagement, la confirmation pour travailler dans ce film-là, pour être le rôle principal. Malheureusement, le film s'est pas fait, mais pendant 4-5 ans, il a pas arrêté de revoir son salaire à la baisse, quelqu'un qui était vraiment extrêmement motivé par le projet et pas uniquement par le salaire, par le cachet. Et des fois, on est très surpris parce que là, en l'occurrence, c'est un grand acteur américain et moi, en amont de ce projet-là, j'aurais jamais pensé que en tout cas, un acteur américain de ce calibre-là
soit autant habité par le projet. Donc malgré les paillettes, malgré le fait que tout soit construit vers un star system et traîne vers ça, il y a quand même du sens dans ce métier. Il y a du sens, mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des acteurs qui sont encore une fois, qui font entièrement confiance à la vision des réalisateurs, qui prennent des risques, qui des fois se plantent totalement. On parlait des films qui sortent complètement des radars et qui ne sortent jamais en salle. Nous, on reçoit régulièrement sur la partie distribution internationale des films avec des grands acteurs. Là, je pense à des acteurs américains, mais qui sont des navets absolus. Mais que personne ne connaît parce que ces films-là sont faits pour des mauvaises raisons, parce que soit des acteurs qui sont notoirement en besoin d'argent et donc tournent absolument tout et n'importe quoi à partir du moment où le projet paye bien, et à l'inverse des fois des acteurs qui sont pas forcément, d'ailleurs, les acteurs qui sont les plus compliqués sont pas forcément les plus âgés. D'ailleurs, c'est même souvent un peu l'inverse, mais de temps en temps, même des jeunes acteurs qui sont en début de carrière, on se dit bon, ça devrait être relativement calme parce que voilà, c'est quelqu'un qui certes commence à prendre la lumière, mais qui est quand même en début de carrière, donc ça devrait bien le faire. Des fois, on est très surpris, des fois, ça se passe. L'ego. Là, complètement. J'ai l'impression quand même de sentir chez toi une forme d'admiration pour l'artiste, qu'il soit acteur, scénariste ou réalisateur. Est-ce que je me trompe? Ah, pas du tout. Et tu te trompes pas du tout. Est-ce que c'est un des fondamentaux pour être producteur? Ça dépend. Moi, en tout cas, c'est ma conception de la chose. Mais encore une fois, il y a vraiment autant de producteurs qu'il y a de personnes qui font ce métier-là. Il y a des producteurs il y en a qui sont connus pour ça, des producteurs qui s'en fichent du casting, s'en fichent du réalisateur, s'engagent sur un synopsis, donc sur 5 lignes, et disent ouais, vas-y, j'y vais, j'y crois. En général, plutôt des producteurs à l'ancienne, mais il y a des producteurs à l'ancienne qui sont connus pour ça, pour s'engager sur juste 5 lignes et après financer le film comme ça. Et les producteurs là c'est le producteur d'ailleurs, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux auxquels je pense, il est très connu pour ça. Il continue à sortir des films à Cannes plus ou moins chaque année. Et un nom encore peut-être? Je pense à plusieurs producteurs, mais notamment hommage. Paolo Branco est très connu pour ça. Paolo Branco, dont on parlait parce qu'il est en conflit justement pour le film Don Quichotte, qui est un producteur à l'ancienne. Voilà, il est très connu pour s'engager à fond sur parfois juste quelques lignes de scénario, mais à l'inverse, il y a parfois des producteurs qui sont uniquement des producteurs financiers qui sont pas du tout intéressés par les scénarios et qui parfois n'arrivent pas à faire la différence entre encore une fois, ça c'est très subjectif, mais en tout cas qui ne pourraient pas faire la différence entre un scénario avec un gros potentiel, que ce soit artistique ou commercial, et un autre, mais qui sont vraiment par contre des très bons financiers à partir du moment où ils sont sur le projet, et à l'inverse des réalisateurs qui ont des producteurs qui sont des très bons producteurs artistiques, parce que voilà, ils sont souvent, d'ailleurs il y a des producteurs qui sont aussi réalisateurs à côté, en tout cas pas souvent, mais il y en a quelques-uns, et qui ont vraiment une très grande fibre artistique, mais qui au niveau financier parfois ont plus de mal à vendre le projet auprès des investisseurs, à rassurer les investisseurs quand ils sont sur le projet, et voilà, il y a vraiment, encore une fois, autant de producteurs qu'il y a de profils qui font ce métier-là. Alors, on l'a pas encore précisé, mais on y arrive. Donc aujourd'hui, tu vis à Aix-les-Bains, en Savoie. La société production de films que tu as montée, elle est installée à Aix-les-Bains. Donc ça, c'est quand même une particularité notable. Et depuis quelque temps maintenant, tu as monté autre chose à Aix-les-Bains. Oui, alors c'est vrai qu'en parallèle de tout cela, donc Aix-les-Bains étant une ville foisonnante de plein de choses et qui motive à créer davantage d'événements et de faire venir le plus de projets possible par rapport au cinéma. C'est vrai qu'on a monté, comme tu es bien placé pour le savoir, il y a 2 ans maintenant, un événement, donc une association pour créer et organiser ces événements qui s'appelle l'ADCA, l'Association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains.
Et à travers l'ADCA, on a monté un festival de cinéma qui est en train de grandir, qui s'appelle l'ADCA Invite, où pendant 2 week-ends par an, en fait, on invite une personnalité phare du cinéma, acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice. Et pendant tout un week-end à Aix-les-Bains, en fait, on propose aux gens de revenir en détail sur le parcours de cette personne-là à travers un ensemble d'événements, que ce soit des projections, une masterclass, une séance de rencontre signature. Là, on est en train de développer un peu le format. Il y a aussi des projections supplémentaires, par exemple aussi des expositions photos, des tournages de la personne dans une galerie. Donc voilà, c'est vraiment un festival de cinéma qui est en train de se développer et qui existe depuis 2 ans maintenant. Et qui est donc à Aix-les-Bains et avec cette volonté quand même d'être attaché à un territoire. Bon, ce festival, il se fait à Aix-les-Bains, mais il pourrait pas se faire ailleurs. Ce serait un autre festival s'il était ailleurs. Ah oui, non, c'est vrai il est complètement indissociable de la ville. À la fois l'ADN du festival que les lieux aussi dans lesquels il se déroule. Je pense par exemple à la masterclass de ce festival-là qui se déroule dans le salon Raphaël du Casino Grand Cercle, qui est un lieu intemporel qui permet de mettre les petits plats dans les grands, à la fois pour la personne mais aussi pour le public qu'on convie pour ces moments si particuliers. Même chose pour le cinéma Victoria au centre-ville où se déroulent les projections, qui est un cinéma à l'ancienne, vraiment historique de la ville d'Aix-les-Bains. Pareil, on a aussi le château Brachet, dans lequel on organise le temps de rencontre signature, qui est un lieu de la même manière chargé d'histoire, intemporel, et qui correspond vraiment à l'ADN de la ville et du bassin aixois. Mais nouvellement, la galerie Exit aussi. Et nouvellement, effectivement, la galerie Exit aussi, qui va accueillir l'exposition photo de ce 4e festival l'ADCA Invite. Et effectivement, mais même indissociable je pense à donc cet événement l'ADCA Invite qui est indissociable de la ville, dans le sens où même quand les personnes viennent, certaines personnes, je pense aux précédents invités, Patrick Chenet, Ratika, pouvaient déjà connaître un peu Aix-les-Bains sans connaître plus que ça, et donc découvrir plus en détail pendant ce week-end entier dans la ville, et la ville, et l'architecture, et l'histoire, et les Aixoises et les Aixois. Mais à l'inverse, par exemple, Gérard Lanvin, qu'on a accueilli là pour la 3e édition, était venu vraiment pour la première fois, ne savait pas du tout où était Aix sur la carte, et à l'inverse, du coup, ça nous a permis de lui faire découvrir un ensemble de lieux uniques dans la ville. Par exemple, il a visité les anciens palaces, il était absolument subjugué du fait qu'une ville comme Aix-les-Bains ait autant de joyaux historiques du patrimoine qui soient maintenus en l'état et qui soient aussi riche, quoi. C'est quand même pas rien pour là on a entendu ton parcours, on a entendu ton métier, ce que tu fais au quotidien. C'est quand même pas rien et pas anodin que tu t'installes à Aix-les-Bains. C'est presque contre-intuitif. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors les raisons elles sont vraiment multiples, mais je sais pas quoi dire. La ville en elle-même est tellement... C'est pas uniquement le cadre de vie, c'est la ville en elle-même qui a j'allais dire, le cinéma est... Là, j'essaie de trouver des passerelles entre le cinéma et la ville. Il y en a déjà énormément qui existent, mais notamment le cinéma, on a toujours l'impression de voyager. N'importe quoi, quel que soit le type de film qu'on a envie de regarder, que ce soit un film un film grandiose d'époque, à la Gatsby, on voyage dans le temps, dans une époque avec des personnages qu'on connaît pas, une époque qu'on n'a pas connue, mais j'allais dire, on rêve à travers ce voyage-là hyper immersif et sensoriel pendant 2 ans, 2 heures dans une salle de cinéma. Et à l'inverse, si on regarde un film qui se passe pendant l'époque actuelle, j'allais dire pendant la guerre en Ukraine, si on est immergé dans le quotidien d'une famille à ce moment-là, on voyage d'une autre manière aussi dans ce quotidien-là qu'on ne connaît pas, mais à travers l'expérience immersive du cinéma, on a l'impression d'avoir vécu ce moment pendant 2 heures. C'est vraiment quelque chose qui est assez peu comparable, quoi. Quel que soit le film qu'on va voir,
on est vraiment enfermé pendant ce film-là, on fait corps avec les personnages et les histoires. Il y a ce côté vraiment voyage, quoi, pour des belles destinations, parfois des destinations et des contextes moins joyeux, mais qu'on a envie de découvrir. Et c'est vrai que avec Aix-les-Bains, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce côté voyage, alors plutôt pour des meilleures raisons, parce qu'effectivement, c'est vrai que le cadre, l'histoire de la ville, la diversité de la ville entre lac et montagne, les gens qui font la ville, motive à créer le plus de passerelles possible entre le cinéma et la ville, même si encore une fois des passerelles, il en existe déjà depuis longtemps. Il y a notamment 2 films réalisés par les Frères Lumière à l'époque qui ont été tournés à Aix et au Revoir, donc ce qui est pas très loin non plus. Il y a de nombreux films qui ont posé leur caméra aussi à Aix-les-Bains et dans les environs. Je pense notamment à L'Auberge Rouge, aussi le film de Claude Autant-Lara avec Fernandel, qui est un grand film du patrimoine cinématographique français, mais aussi des films plus récents. On pense au biopic sur Django Reinhardt avec Reda Kateb notamment, ou le film Mal de Pierre de Nicole Garcia, dont certaines scènes ont été tournées dans les anciens termes. Donc voilà, il y a vraiment énormément de points communs entre le cinéma et Aix. Et c'est vrai que effectivement, la simplicité voudrait que tout se passe encore beaucoup à Paris, mais le fait d'avoir cette énergie-là à Aix-les-Bains qu'on ressent et créer une sorte d'émulation pour créer des nouveaux projets à Aix-les-Bains, pour ramener davantage de cinéma à Aix-les-Bains. Et en cela, en plus, on est aidé par le fait que d'un point de vue purement structurel, Aix-les-Bains, c'est à 3 heures de Paris en TGV. On est entre Lyon et Annecy. On est une ville qui est magnifique, et donc c'est vrai que ça motive encore plus. Est-ce que le fait d'installer une maison de production à Aix-les-Bains, parce que bon, il y a les tournages, mais les tournages, ça veut pas dire que la maison est à l'endroit où ça se tourne, évidemment. Installer la maison de production ici, c'est quand même fort, quoi. Alors il y a ton cadre de vie et c'est bien pratique pour toi, ça t'évite des allers-retours à Lyon ou à Paris, bon, j'imagine. Mais ça raconte autre chose aussi. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'aborder le cinéma? Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire du cinéma qui est en lien évidemment à l'après-Covid, mais aussi qui est peut-être une question de génération, ou de comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas dit quel âge tu as, mais et c'est vrai qu'on peut pas on le voit pas avec le podcast, on peut l'entendre avec ta voix, mais t'es quand même pas super vieux. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai moins de 30 ans, mais je m'en rapproche. Non, mais du coup, il y a quand même quelque chose peut-être de générationnel qui parle aussi là-dedans. C'est possible, effectivement, et surtout que j'allais dire le fait de baser la société de production à Aix-les-Bains, effectivement, moi je trouve en tout cas, c'est pour ça que ça faisait aussi sens, il y a vraiment des liens entre l'ADN de la société de production de Silverbelt et Aix-les-Bains, parce que c'est vrai que à travers Silverbelt, ce que je voulais à la base, c'était vraiment j'allais dire être une sorte de... Alors, encore une fois, j'allais dire à notre petit niveau, être une sorte de petit cocon pour les nouveaux réalisateurs, les nouveaux réalisateurs de courts-métrages ou qui préparent leur premier long-métrage, pour les accompagner, encore une fois, dans ce qu'est le marché du cinéma aujourd'hui, donc que ce soit le financement, la diffusion, les festivals, les prix, le marketing. Et je trouve que dans cette volonté de cocon autour des réalisateurs, Aix-les-Bains s'y prête totalement. C'est-à-dire que même l'image de la ville a ce côté un peu cocon entre lac, entre montagne, ce côté un peu ouvert vers plein d'histoires, ce côté intemporel, d'être aussi bien tourné vers le passé que vers le présent que vers l'avenir. Pour moi, il y avait vraiment énormément de sens à baser cette société à Aix-les-Bains pour toutes ces raisons-là, ouais, effectivement. T'as l'impression de faire ton métier différemment que le faisaient tes aînés, nos aînés? Alors différemment, oui. Je sais pas si c'est lié à l'ancrage, mais différemment déjà dans le sens où moi, donc ayant travaillé pendant 5 ans dans cette société de production dont la maison mère est basée à Berlin, j'ai l'impression effectivement par rapport à d'autres collègues, amis, concurrents, en général les 3 vont ensemble, qui sont basés à Paris, d'avoir une approche un peu différente. C'est-à-dire que cette société étant basée à Berlin, donc c'est vrai que l'ADN était très
très germanique dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, contrairement à en France où la plupart des sociétés de production sont basées à Paris, en Allemagne, de manière assez curieuse, il y a assez peu de sociétés de production allemandes basées à Berlin. La plupart sont basées à Munich, mais il y en a aussi certaines... je pense à une grosse société de production et de distribution qui s'appelle Beta Cinéma, qui est basée dans un tout petit village allemand qui doit faire, j'ai oublié le nom d'ailleurs, j'allais dire Oppenheimer, c'est pas du tout ça, mais en tout cas la sonorité ressemble à ça, un tout petit village allemand qui doit faire peut-être 2000 habitants, quelque chose comme ça, alors que c'est une grosse, très très grosse société historique du pays. Et donc c'est vrai que cet ADN d'avoir cet ADN très très décentralisé, moi, m'a toujours parlé depuis le début, et c'est quelque chose que du coup je continue à vivre à travers Silverbelt et le fait d'être établi à Aix-les-Bains et non à Paris. Mais effectivement, dans l'approche, je ne saurais pas comment le décrire de manière précise et le quantifier, mais je sens qu'il y a une différence d'approche avec mes collègues parisiens, oui. Tu parles beaucoup du coup de films d'auteur, de films indépendants, donc c'est dans ce sillage-là et dans ce marécage-là que tu navigues et que tu évolues. Concrètement, un film d'auteur, film indépendant, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, un film d'indépendant, il y a différentes définitions, mais la plus simple et celle qui correspond le mieux à la réalité, c'est vraiment la différence entre un film qui est financé par un studio ou un grand groupe. Les studios américains, on pense aussi bien les MGM, les Warner, les Universal, qu'en France, les grands groupes, c'est Gaumont, c'est Pathé, c'est UGC, EuropaCorp. Et maintenant, bien sûr, les plateformes, Netflix, Amazon, etc. Les films indépendants sont tous les films qui ne sont pas produits par ces sociétés-là. Ça peut être par qui peuvent y passer à un moment. Qui peuvent y passer, qui peuvent être éventuellement distribués par ces groupes-là, parce que l'ensemble de ces groupes-là a une branche de production, une branche de distribution internationale, de distribution nationale et autres. Et effectivement, un film peut être indépendant, mais être distribué par, je pense à un exemple. Alors là, ça va paraître assez gros comme exemple, mais un film comme La La Land, par exemple, c'est un film qui est classé comme un film d'arrêt d'essai, malgré le fait qu'il soit sorti par par un studio comme Universal. Même chose pour les films de Christopher Nolan. On parlait d'Oppenheimer. Oppenheimer, aujourd'hui, on peut très bien le voir dans un grand multiplex que dans une salle d'arrêt-essai, parce que le film répond à un ensemble de critères de films indépendants. Le film est produit par Syncopy, la société de production de Christopher Nolan, mais distribué ses films précédents par la Warner, aujourd'hui depuis 2 films par Universal, qui est un grand groupe. Mais le film répond quand même aux critères de film indépendant. Donc un film indépendant, c'est effectivement un film qui répond à un ensemble de critères assez techniques, mais et en plus de ça, qui est financé par des sociétés qui ne sont pas des grands groupes. Pour qu'on se rende compte, question impossible parce que trop vaste, mais produire un film indépendant, ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Alors, c'est effectivement difficile de réduire à un chiffre. En France, la moyenne d'un film, alors qui n'est pas forcément... je ne vais pas complètement répondre à la question, parce que cette moyenne-là, du coup, inclut les films... les films qui ne sont pas indépendants, mais la moyenne d'un film français, le budget d'un film français, la moyenne est de 3 millions d'euros pour un film. On part toujours du principe qu'il est, pour un film de long métrage, très compliqué, voire impossible de le financer pour moins d'1 million d'euros. Donc des films à très petit budget, en général, sont des films de long métrage en France pour 1 million, 1,5 million. Ça, c'est considéré comme vraiment un très petit budget. Et à l'inverse... un film peut facilement monter, en tout cas... Des Astérix, par exemple. Alors Astérix, j'ai pas le budget en tête, mais j'imagine qu'il doit varier entre... à vérifier, mais entre 10 et 15 ou quelque chose. Ah non, j'allais dire au-dessus, entre 30, peut-être autour de 30, voire au-dessus. Ah oui, d'accord. Voire au-dessus, ouais. Donc après, voilà, là, Astérix, on parle d'un gros film, effectivement, mais la moyenne en France, en tout cas, du budget d'un film est de 3 millions d'euros. Est-ce que je reviens un petit peu, parce qu'on arrive sans doute à la fin de notre entretien, mais est-ce que dans les scénarios que tu reçois, dans les gens que tu sélectionnes, avec qui tu travailles, etc., tu considères, parce que ça, philosophiquement, ça veut dire quelque chose, quoi. Est-ce que tu considères que tout le monde peut être scénariste ? Oui. Alors, oui, mais entre pouvoir l'être et l'être, effectivement, il y a des différences, parce que j'allais dire, tout le monde peut, dans le sens où
tous les grands scénaristes, auteurs, réalisateurs puisent constamment dans leur histoire. Mais donc j'allais dire, on a tous en soi un vécu, une sensibilité, une conception du monde, parfois un message qu'on veut véhiculer. On a tous des choses à dire et tous des éléments sur lesquels se baser pour avoir quelque chose à raconter qui ne soit pas juste une histoire tournée vers nous-mêmes de manière très nombriliste, mais quelque chose qui parle au plus grand nombre, ou alors raconter une histoire qui intéresse les gens, qui peut les surprendre, qui peut parfois qui peut les choquer, qui peut, en tout cas, leur faire vivre des émotions. Après, la différence entre pouvoir l'être et vouloir réussir à l'être, c'est encore une fois une chose différente, parce que là, il y a plein de barrières à franchir, notamment d'un point de vue technique. Le rythme d'un scénario n'est pas le rythme d'un roman, d'une nouvelle ou la même chose. Le fait de réaliser un film impose parfois des compétences que n'a pas forcément quelqu'un qui est que scénariste, parce que quand on est un réalisateur, malgré tout, on est quand même un chef d'orchestre, et ce qui fait que pendant un long métrage, 4 semaines de tournage, sans compter la préparation en amont et le suivi pour la post-production, etc., pendant 4 semaines de tournage, ça implique d'avoir un côté managérial, un côté vision du travail de l'ensemble, parce qu'il y a énormément de collaborateurs qui travaillent avec vous. Ça implique d'avoir des qualités d'organisation, de communication aussi, parce qu'entre la vision qu'a l'auteur-réalisateur de son film sur le papier et celle qu'il arrive à communiquer à ses équipes, que ce soit à l'image, que ce soit au son, que ce soit à la lumière, que ce soit au costume, au décor, etc. Tout ça implique aussi des capacités de communication que n'a pas à avoir un écrivain, par exemple, ou un producteur de musique électronique ou je ne sais quoi. Enfin, il y a vraiment des capacités qui sont, alors certes, qui s'acquièrent, mais entre le potentiel de chacun pour écrire un scénario, réaliser un film, et la manière de mener ce projet à bout, effectivement, il y a quand même certaines barrières à pouvoir franchir. Mais notamment technique, quoi. Enfin, c'est un métier, en fait. C'est un métier, mais alors certains réalisateurs ne sont pas des très bons techniciens. C'est-à-dire que justement, certains réalisateurs sont très bons dans le fait de pouvoir s'entourer par des très bons techniciens. Et à l'inverse, vous avez des réalisateurs qui sont absolument geeks dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils veulent connaître le fonctionnement de n'importe quelle caméra, Ils sont peut-être de moins bons managers. Voilà. L'idéal, c'est d'être bon partout, mais effectivement. Ouais. Bon, tu citeras pas de nom, j'imagine. Non, mais il y en a qui sont connus pour ça. Par exemple, je sais pas, dans la société dans laquelle j'ai travaillé précédemment, on a travaillé avec un grand réalisateur qui s'appelle Albert Serra, qui a notamment sorti il y a pas longtemps le film réalisé et sorti le film Pacifiction avec Benoît Magimel. Et Albert Serra, lui, sort complètement du cadre de tout ce que je viens d'expliciter par rapport au profil des réalisateurs, parce que lui est un réalisateur qui est à la fois très détaché de la technique, des gens, de tout ça, quelqu'un qui est très hors sol, et en même temps qui arrive à appliquer sur son plateau une vision très théorique du cinéma qui le pousse constamment à renouveler certaines pratiques qui sont considérées comme des pratiques qu'on fait tout le temps sur un plateau. Par exemple, il dirige beaucoup juste à l'oreillette sans regarder les acteurs. Par exemple, c'est quand même pas anodin quand on parle d'un métier d'image. Ou alors à l'inverse, par rapport au nombre de caméras qu'il utilise, par rapport à la manière qu'il a d'envisager la post-production. Par exemple, il s'entoure d'énormément de monteurs qui se passent constamment le bébé pour le montage. Il n'est pas juste avec son monteur et lui dans une salle de montage où on discute deux personnes. Donc il y a, j'allais dire, un peu comme le métier de producteur, et c'est le point commun, je pense, à beaucoup de métiers artistiques. Il y a vraiment autant de réalisateurs qu'il y a de personnes qui veulent mettre à l'écran leurs histoires. Mais avec tout ça, on se dit, et en t'entendant parler, en te découvrant petit à petit, on se dit que pour Pierre-Yves, tout est possible. Quels sont les projets, du coup? Alors, pour Pierre-Yves, tout n'est pas possible, au contraire. Mais je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait les choses avec
avec passion, détermination, qu'on a énormément de chance, que ce soit à la fois pour les rencontres qu'on fait, le contexte, il y a aussi beaucoup de chance dans ces métiers-là et dans les rencontres qu'on fait. Ça fait très cliché, mais le cinéma, c'est aussi un métier où on rencontre beaucoup de gens et les rencontres qu'on fait sont vraiment déterminantes par la suite. Il y a plein de cas de figure sur des projets en particulier ou autres où il y a telle personne qu'on a rencontrée dans tel contexte il y a 4 ans et là, on prépare un projet, on se dit mais il faudrait que je lui demande son avis, machin, parce que là, sur cette partie-là, j'ai n'importe quoi. Par exemple, ce film-là qui traite de la musique classique, c'est pas du tout mon domaine. On recontacte la personne parce qu'on sait qu'elle a produit un peu des films sur ce genre d'univers-là. La personne, voilà, après ça débouche sur d'autres projets qui n'ont parfois rien à voir avec le cinéma. Ça fait très cliché, mais il y a vraiment beaucoup d'allers-retours dans les rencontres qu'on fait de manière parfois assez furtive et au final qui après prennent tout leur sens quelques années après. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de chance, mais en tout cas la passion, la motivation et le travail, je pense, c'est un point commun entre beaucoup de personnes qui travaillent dans cette industrie. Est-ce qu'il y aurait, alors attention, question impossible, je te préviens, tu vas souffrir là. Est-ce qu'il y aurait un film qui représente le sens que tu mets dans ce que tu fais, qui représente ta vie, ton parcours, qui tu es? Ah ouais, déjà question impossible, parce que déjà 10 films, mais alors un film... Là, il y en a vraiment... C'est le film du jour, disons que ça n'exclut pas les 150 qu'il y a derrière. Voilà. Alors le film du jour qui représenterait ça. Alors ça tombe très bien parce que j'en ai un en tête et j'y pense parce que Jane Birkin est décédée il y a pas longtemps. Mais c'est un film, parmi mes films de chevet, il y a des films comme ça et je pense que c'est le cas de tout le monde, mais où je me fais ce film chaque année. Il y a plusieurs films où chaque année, à telle période de l'année, j'ai envie de me faire ce film-là et je me le fais chaque année. Parmi tous ces films-là, il y a un film qui est un chef-d'œuvre absolu que je recommande, mais vraiment à tout le monde, qui s'appelle Blow Up, de Michelangelo Antonioni, qui est un film mais absolument dingue, parce que qui fait partie de ces films où, avec une absence de dialogue ou des dialogues très limités, touche en nous, arrive à activer des cordes en nous qui sont absolument qui nous surprennent à chaque fois, et surtout des choses en nous qui sont très différentes à chaque époque de la vie et j'allais dire même d'année en année. Et ce film-là, Blow Up, je me faisais la réflexion pas plus tard qu'hier que je me l'étais pas encore fait cette année, et ce film-là qui est, voilà, encore une fois, que je recommande énormément, qui s'appelle Blow Up de Michelangelo Antonioni, et qui parle le film est des années 60. Le film suit un photographe dans le Swinging London des années 60 à Londres. Et voilà, c'est un festival, un photographe qui est habité par son métier et qui se rend compte en agrandissant une photo qu'il a prise dans un parc en Angleterre, il a l'impression de voir un cadavre dans le fond de la photo. Et ça, c'est, j'allais dire, le point de départ du film, ou en tout cas l'intrigue principale, mais le film après part dans des méandres qui résonnent en nous de manière presque métaphysique, et ce film-là, Blow Up, ça tombe très bien. Blow Up pour répondre à ta question. Tu grandis avec ce film depuis longtemps. Effectivement, ouais, ça fait partie des nombreux films avec lesquels je grandis. Ouais. Est-ce que, là j'ai une baguette magique et je peux délivrer le message que tu vas me confier, je vais pouvoir le délivrer au Pierre-Yves Petit, qui a 5, 6, 7 ans. Okay. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Alors là, je sais pas quoi lui dire, mais disons, je sais pas si le message serait adressé au Pierre-Yves Petit, mais avec le recul, on parlait de rencontres, de chance dans le parcours, etc. Avec le recul, je me rends compte que dans ce parcours, en tout cas dans le parcours pour arriver au métier que je fais actuellement, qui est vraiment ma passion, et vraiment tous les jours je déteste les vacances, et c'est précisément parce que j'adore ce métier. Mais on a bien entendu. Mais avec ce recul-là, je suis conscient de la chance énorme que j'ai eue à travers ne serait-ce que d'avoir étudié quelque chose qui n'a rien à voir avec le cinéma et d'être parvenu à y accéder, et après d'avoir rencontré les bonnes personnes qui m'ont fait suffisamment confiance pour pouvoir faire ce métier aujourd'hui. Avec le recul, je suis
pas certain que je conseillerais au Pierre-Yves Petit de suivre exactement le même parcours, parce qu'encore une fois, malgré tout, on est quand même très tributaire de la chance et des rencontres qu'on fait. Et alors, malgré tout, il n'y a pas d'autres parcours plus simples ou plus faciles que d'autres. Mais je dirais juste peut-être au Pierre-Yves Petit que je suis bien conscient aujourd'hui de la chance et des rencontres qui m'ont permis de faire ce métier, que du coup, voilà, qu'il faut qu'ils les gardent en tête. Alors peut-être que cette réponse déborde un peu sur la question suivante, qui est toujours avec cette baguette magique. Aujourd'hui, tu as un message que je peux délivrer à Pierre-Yves quand il aura 95 ans. Ne prends pas de vacances. T'auras jamais le temps de faire tout ce que tu as à faire. La retraite à 95 ans. Bah, et peut-être même plus. Hein. Peut-être même plus. Oui. Là, on enregistre, on n'a pas dit, mais on enregistre dans notre petite cabane du petit studio de Saint-Paul. Est-ce que depuis, ça fait 1h15 qu'on discute, est-ce que depuis, est-ce qu'il y a un avant, un après, est-ce que l'atmosphère, l'ambiance a changé là pour toi? Ah ouais, déjà totalement, parce que le contexte à la fois sonore et visuel, parce que du coup, bon, ça s'entend peut-être pas, mais le fait qu'on soit dans une atmosphère à la fois calfeutrée, intimiste, vraiment sur, j'allais dire, le ton de la conversation, j'espère, s'entend à la fois à l'oral, mais nous, en tout cas, on le ressent aussi dans cette pièce-là, dans ce petit studio. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une atmosphère qui joue pour beaucoup dans le fait d'être mis en confiance. Et tu disais que ça fait combien, 1h15 qu'on se parle là? Eh oui. Effectivement, ça se sentait pas même du plus, tout. 1h20. D'accord. Et alors, pour finir, un dernier mot pour le monde. Pour le monde. Regarder des films et non, alors là peut-être ça fait très, très message Miss France, mais la capacité immersive du cinéma. Je sais que souvent il y a on pose souvent la question à des réalisateurs plutôt, mais est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer le monde? Et en général, voilà. Bon, en tout cas, le fait de pouvoir s'immerger dans des histoires, des vécus, des géographies, des langues, des contextes qu'on ne connaît pas, moi je suis persuadé que même si chacun a sa sensibilité par rapport à toute forme d'art, je reste persuadé que le fait de s'enfermer pendant 2 heures dans une salle sombre en n'ayant aucun rapport avec le monde extérieur à travers le téléphone ou quoi que ce soit, et être vraiment immergé dans cette histoire-là, moi je reste persuadé que c'est quelque chose d'incomparable pour pouvoir se mettre dans des situations, des périodes de l'histoire, d'autres zones géographiques ou des problématiques qui ne sont pas du tout celles qu'on a à connaître chacun à travers nos vies qui nous sont propres. Mais on est riche de ça, tu es riche de tout ça. Ah ben on est riche de tout ça et c'est vraiment notre patrimoine à tous, effectivement. Pierre-Yves Beza, merci et à bientôt sur les événements de l'ADCA ou dans les salles de cinéma. Bah écoute, bonne journée. Merci. La Cabane des Secrets, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle, un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez sur le lien, vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Gros bisous.